Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 22 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. L'atelier portant sur la validation de la stratégie nationale de santé communautaire s'est clôturé. Vous entendrez le ministre de la Santé dans ce journal. Et face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien a réitéré son opposition à cette initiative. Au terme de 3 jours de travaux à l'hôtel Kempinski, le ministre de la Santé a clos l'atelier portant sur la validation de la stratégie nationale de santé communautaire. Outre le secrétaire général du ministère de la Santé, la séance de clôture a vu la participation du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah, du représentant adjoint de l'UNICEF et des parlementaires. Le ministre a félicité l'ensemble des parties prenantes qui ont apporté leur contribution dans l'élaboration de cette nouvelle stratégie visant à promouvoir la santé communautaire pour les 5 prochaines années. Assortie d'un plan opérationnel et d'un budget prévisionnel, cette stratégie nationale de santé communautaire se crédite déjà du soutien des principaux partenaires financiers et techniques à l'image de l'UNICEF et de l'OMS. Le ministre a salué l'engagement fort des organismes onusiennes aux côtés du département de la santé, mais également les soutiens des parlementaires, des préfectures et de la société civile pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale et inédite de santé communautaire, ouvrant la voie aux perspectives prometteurs à l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Au nom des parlementaires, le député Kamel Hamad a affiché sa pleine adhésion aux principes et aux objectifs visés par cette nouvelle stratégie communautaire qui sera soutenue et suivie par les élus nationaux. Le député, Kamel Ahmed, a remercié le ministre de la Santé et ses collaborateurs pour avoir impliqué les membres de la représentation nationale dans ces travaux de validation de la stratégie nationale de santé communautaire. Impressionné et toujours disponible pour travailler sur cette stratégie. C'est vrai que la santé communautaire constitue aujourd'hui une dimension essentielle dans la stratégie des soins de santé primaire. Et comme j'ai pu le mentionner avec monsieur le secrétaire général lors de l'ouverture de cet atelier, je pense que c'est un pas très important puisque c'est de permettre aux communautés de contribuer et de participer aux soins de santé primaires. C'est quelque chose qui aujourd'hui a tout son sens à Djibouti et sur lequel, une fois de plus, on ne saura au niveau d'UNICEF que se mettre en support constant pour cette dynamique. S'inscrire dans cet atelier, c'est permettre aussi de redynamiser toutes les approches communautaires sur des bases techniques élaborées en offrant plus de chances et de réussite et de durabilité pour toutes et tous. Écoutons à présent l'intervention du député Kamel Hamad Ahmed. C'est avec un réel plaisir et un devoir agréable que j'ai participé avec mes collègues aux travaux de validation de la première stratégie nationale de santé communautaire pour la période 2024-2028. Au nom du président de l'Assemblée nationale, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de l'Assemblée, je voudrais sincèrement remercier le ministère de la Santé et plus particulièrement son Excellence M. Ahmed Roble Abdille, le ministre de la Santé, pour nous avoir associés à cet exercice qui nous tient tant à cœur et qui contribuera sans aucun doute à l'amélioration de la santé de la population et par la population. Mesdames et messieurs, comme inscrit dans les documents de la stratégie nationale, la santé de la mère et de l'enfant dans notre pays reste préoccupante au regard de l'évolution de la mortalité maternelle et infantile au cours des 10 dernières années et reste largement au-dessous des attentes des ODD. Cependant, pour répondre aux objectifs de développement durable en 2030, la République de Djibouti doit déployer beaucoup plus d'efforts. Tout cela ne pourra se faire que par l'exécution de la stratégie nationale de la santé communautaire 2024-2028 et de la mise en œuvre des interventions communautaires qui assurent l'accès aux soins de qualité, l'engagement communautaire et une réponse adéquate et pérenne aux besoins des mères et des nouveau-nés en matière de santé. Évidemment, toutes ces interventions indispensables pour l'amélioration de la santé de notre population ne verront le jour qu'avec une approche communautaire solide, intégrée et inclusive, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires. Je profite donc de l'occasion pour réitérer notre engagement total aux côtés du ministère
de la santé pour la mise en application de la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en matière de santé afin d'assurer le bien-être et la santé de notre population. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé a rappelé l'historique de la santé communautaire qui remonte aux années 1980. La santé communautaire occupe une place centrale dans notre vision d'un Djibouti prospère et en bonne santé. Nous reconnaissons que les défis auxquels notre système de santé est confronté ne peuvent être relevés efficacement sans une approche inclusive et participative, plaçant les communautés au cœur des décisions et des actions qui les concernent directement. Cette stratégie que nous avons élaborée ensemble repose sur des années d'expérience, de recherche et de consultation avec les parties prenantes à tous les niveaux. Elle incarne notre engagement à construire un système de santé résilient, durable et adapté aux besoins spécifiques sur nos communautés diverses et dynamiques. Cette stratégie donc repose sur des piliers fondamentaux que sont l'accessibilité, la participation communautaire, la qualité des services. Mesdames et messieurs, cette stratégie n'est pas seulement un document sur le papier, c'est un engagement concret envers nos communautés, un appel à l'action pour chacun d'entre nous à jouer un rôle actif dans la réalisation de cette vision commune d'une nation en bonne santé. Vous avez eu l'occasion donc d'examiner en détail cette stratégie et son plan opérationnel, d'échanger les idées et de recueillir donc les principaux contributions. Ensemble, nous pouvons faire une différence tangible dans la vie de nos concitoyens et construire un avenir plus sain et plus promoteur pour tous. Et je vous emmène en Côte d'Ivoire à présent, où s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 60e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Sous l'égide du Premier ministre ivoirien, cet événement d'envergure a rassemblé de nombreux dignitaires et représentants des pays membres de la Confémen. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, était présent aux côtés de l'ambassadeur de la République en Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali, de Mme Ayane Ousmane Abral, conseillère technique et correspondante nationale de Djibouti auprès de la Confémen, et de M. Ahmed Adanour, directeur financier et responsable financier donc, du PASEC. La cérémonie d'ouverture de cette 60e conférence ministérielle, dont le thème était axé sur les enjeux, les stratégies et les perspectives de l'enseignement général technique et scientifique dans l'espace francophone pour atteindre l'objectif de développement durable, revêtait une importance capitale pour le pays hôte. L'Assemblée regroupait des ministres de l'éducation des pays membres de la Confémen, ainsi que leurs représentants, les hauts cadres du gouvernement ivoirien, les représentants diplomatiques des pays présents, les partenaires techniques et financiers, les correspondants nationaux, les observateurs, les personnalités publiques et privées, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. La cérémonie donc a débuté avec l'intonation de l'hymne national ivoirien par l'orchestre suivi par le rythme entraînant du tambour qui a accueilli chaleureusement les invités. Et bien, toujours donc lors de cette cérémonie, le gouvernement donc ivoirien se sont succédés. Les hauts fonctionnaires donc, du gouvernement ivoirien se sont succédés à la tribune. Tous ont souligné l'importance cruciale de l'éducation pour l'épanouissement des générations futures, la coexistence pacifique et respectueuse, ainsi que le développement économique des pays francophones grâce à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Eh bien, la solennité de l'événement a été ponctuée par la joie et les rires suscités par le comédien ivoirien populaire connu sous le nom de scène Le Magnifique, qui a donc célébré avec humour et dérision les femmes au pouvoir. Le point culminant de la cérémonie a été le passage du maillet symbolisant le transfert de responsabilité entre le président actuel de la Confémen et sa successeur, donc qui est ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire. Et la 60e session donc, ministérielle de la Confémen, rassemblant les ministres de l'éducation des pays membres, a débuté en force jeudi. Précédant cette rencontre d'importance, une série de réunions préparatoires ont facilité les délibérations des ministres. Eh bien, dès le lundi 22 avril, la commission administrative et financière s'est penchée sur divers points dans le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2023, l'audit du PASEC, les états financiers et le budget pour l'année 2024.
Eh bien, mardi, les correspondants nationaux des pays membres ont examiné en détail le rapport d'activité de l'année précédente, le plan d'action 2024 de la Confémène, ainsi que d'autres documents importants. Ils ont également discuté de l'ordre du jour de la session ministérielle et des propositions de thèmes pour les futures réunions. De plus, la création du poste de représentant jeunesse de la Confémène a été présentée dans le but d'encourager la participation des jeunes à travers leurs idées et aspirations. Mercredi, les membres du bureau de la Confémène se sont réunis pour évaluer la mise en œuvre des décisions précédentes et examiner le projet de budget 2024. Ce jeudi donc a été marqué par l'ouverture officielle de la session ministérielle suivie par l'examen des rapports et des décisions prises lors des jours précédents. Les ministres ont souligné l'importance du paiement des contributions statutaires pour le bon fonctionnement de l'institution, félicitant Djibouti pour son engagement financier. Une réunion à huis clos donc, a ensuite eu lieu pour discuter des prochaines réunions et du fonctionnement du secrétariat technique permanent. Djibouti, représentant la région de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, a été désigné pour siéger au bureau de la Confémène pour la période 2024-2026. Et Mme Ayane Ousmane Abrar a été désignée comme rapporteur général du bureau. Et la session s'est clôturée donc hier par un panel de discussion où les participants ont partagé leurs expériences et modèles inspirants. Et la cérémonie de clôture, à la fois festive et solennelle, a célébré les membres partant à la retraite et a été marquée par les discours du secrétaire général de la présidente de la Confémène, mettant ainsi fin à cette 60e session ministérielle. Au Maroc, à présent, dans le cadre de la deuxième phase de sa visite au Royaume, le ministre du Travail effectue une visite au siège de la CNSS à Casablanca. Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger leurs expériences afin de rechercher des axes de coopération en matière de santé et de protection sociale. Les discussions ont été productives, ouvrant la voie à une collaboration étroite entre les deux institutions. La délégation a également visité le centre hospitalier de Rabat, le centre hospitalier universitaire, donc le CHU de Rabat, où une réunion de travail a eu lieu entre la délégation djiboutienne et le ministre de la Santé du Maroc. Les discussions ont principalement porté sur les possibilités de collaboration entre la CNSS et le CHU, en mettant particulièrement l'accent sur les domaines de la santé publique et de la protection sociale. Et enfin, la visite du ministre du Travail s'est clôturée par une rencontre avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Royaume du Maroc. À cette occasion, 2 mémorandums d'entente ont été paraphés pour renforcer la coopération dans le domaine de la santé et de la protection sociale entre les deux pays. Eh bien, le premier vise à renforcer la coopération en matière de protection sociale, et tandis que le deuxième établit un cadre de coopération entre le CHU de Rabat et la CNSS de Djibouti visant à renforcer les capacités des professionnels de la santé dans divers domaines. Retour à Djibouti, le CDC d'Al-Hiba a accueilli jeudi une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumen Assowe, en présence de la représentante régionale de l'OIF et de plusieurs hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le thème central de cet atelier a porté sur la promotion du livre et la sensibilisation des jeunes et moins jeunes à la lecture. Aux côtés de ses proches collaborateurs, la ministre s'est félicitée de la réussite de la deuxième édition du Salon du Livre et a remercié la communauté d'Al-Hiba et s'est déclarée confiante de la reconnexion des jeunes avec les valeurs culturelles et littéraires. Tandis que se déroulait en même temps au CDC de Quartier 7 un atelier d'animation d'objectifs similaires conduit par Mohamed Aden Jama, chef de service du livre et de la lecture publique dans le cadre des activités du Salon du Livre de Djibouti. Eh bien, par ailleurs, ces moments d'échange interactifs et de partage, dans les deux cas, rassemblés sur place les hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les responsables du CDC et de nombreux jeunes issus de ce quartier, le plus grand de la commune de Bel'Aos. Et bien, à Al-Hiba, comme au CDC de Quartier 7, des photos de famille ont été prises, immortalisant ce moment d'échange et de convivialité.
À la une également, depuis hier soir, des pluies diluviennes tombent fortement en République de Djibouti. En effet, des pluies torrentielles sont tombées hier soir à Djibouti. Ces averses furent brutales, accompagnées d'orages violents. Ces pluies accompagnées de coups de tonnerre ont causé des averses intermittentes. Et ces pluies donc sont abattues sur la capitale, ont permis d'abaisser la température haute de l'été. Et la route nationale donc reste dégagée. De plus, les relevés de pluviométrie ont montré des précipitations plus importantes dans certaines régions de Djibouti, notamment la ville d'Addis Abeba a enregistré une pluviométrie de 7 mm. De même, les localités de As'ela et de Tadjoura-Ville ont également été touchées par des averses conséquentes avec des niveaux de précipitation atteignant respectivement 10 mm chacune. Cependant, c'est à Yoboki que les précipitations ont été les plus élevées, avec un total de 11 mm de pluie enregistrée. Dans la journée de mardi 24 avril, au siège de l'ONARS, au PK13, a été organisée une cérémonie officielle d'une série de remises de clés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Agence djiboutienne de développement social ADDS à l'ONARS. Cette cérémonie donc s'est tenue en présence du conseiller du ministre de l'Intérieur, du secrétaire exécutif par intérim de l'ONARS, du directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, des préfets d'Obok et de l'adjoint du préfet d'Addis Abeba, le représentant du HCR à Djibouti et enfin du secrétaire exécutif adjoint par intérim de l'ONARS, Hussein Chaldi. Dans l'actualité également, l'ANCLD de Djibouti poursuit sa caravane Arta, une initiative de sensibilisation qui a rallié donc les conseils régionaux et communaux. Cette étape a été dirigée par le président du conseil régional d'Arta, accompagné donc par son homologue, le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd, ainsi que l'équipe du projet de l'AIMF et la représentante du ministère de la décentralisation. La réunion a rassemblé donc une vingtaine de participants, incluant des élus locaux, des sages, des représentants des services déconcentrés. Eh bien, cette mobilisation a permis de diffuser efficacement des messages essentiels sur la gestion des collectivités locales et de renforcer les liens entre les acteurs régionaux. La caravane de la NCLD a également offert des sessions de sensibilisation et de dialogue mettant en lumière les défis de la décentralisation et promouvant les bonnes pratiques de gouvernance locale tout en encourageant l'engagement citoyen pour un développement régional et communal. Aujourd'hui, c'est le tour d'Arta. Nos amis de l'ANCD dans la région d'Arta et membres sont là avec nous. Et après l'ouverture de l'atelier, il y aura des experts qui vont vous en parler. M. Flambien, Alérova, et ainsi de suite. Et on va le suivre les points de sensibilisation dont ils vont vous parler tout au long de la journée. Monsieur et madame, encore une fois, merci d'être venus. La ville de Tadjoura a franchi une étape cruciale dans son développement avec le lancement d'un projet d'adduction d'eau potable en réponse aux doléances des résidents exprimées aux autorités locales et au chef de l'État. Ce projet a été initié grâce à un partenariat avec la Banque mondiale. Le renforcement du réseau d'eau potable constitue l'une des premières étapes de ce projet ambitieux. Des investissements ont été réalisés pour moderniser et étendre le réseau, garantissant ainsi une distribution plus fiable et efficace à travers toute la ville. De nouvelles installations donc, et équipements ont été mis en place pour accroître la production et garantir un accès équitable à l'eau potable pour tous les habitants. L'augmentation de la capacité de production d'eau potable pour ainsi un engagement sans faille envers le bien-être des habitants de Tadjoura. Répondre à la demande croissante de la population, ces efforts visent à atteindre davantage de foyers et à assurer un approvisionnement continu en eau potable. Cette avancée majeure a été accueillie avec enthousiasme avec la population de Tadjoura qui reconnaît les efforts déployés pour améliorer leur bien-être. Des réservoirs supplémentaires ont été construits afin de garantir un approvisionnement stable et fiable pour assurer une disponibilité continue de l'eau potable. Des travaux ont été également entrepris pour augmenter la capacité de stockage de la production.
Cet engagement en faveur d'un approvisionnement en eau potable de qualité témoigne de la volonté collective de la ville de Tadjoura de garantir un avenir meilleur pour ses résidents. Et sur place, le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a effectué une visite d'inspection des nouveaux forages d'adduction d'eau dans la région. Accompagné de ses proches collaborateurs et d'experts en gestion de l'eau, le préfet a pris connaissance des progrès réalisés dans le cadre du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable financé, on le rappelle, par la Banque mondiale. Au cours de la visite, le préfet a pu observer de près les 2 forages et évaluer leur fonctionnement et leur impact sur la communauté. Pour répondre à l'urgence de la situation, les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD, ont travaillé donc jour et nuit pour que ces adductions soient disponibles dans les délais impartis, démontrant parallèlement une attention particulière a été portée à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales. Écoutons donc un extrait du discours, du mot de l'intervention du préfet de Tadjoura. Cette doléance de la population au président de la République ainsi qu'aux différentes délégations qui l'ont suivi, de l'amélioration de l'approvisionnement en eau pour la ville de Tadjoura. Suite à cette doléance, l'ONEAD a ouvert 2 forages que nous avons pu visiter aujourd'hui. Et ces forages ont renforcé la ville en termes de l'eau pour pouvoir approvisionner tous les domiciles et tous les ménages dans différents quartiers. Ceux-ci ont pu avoir l'eau suite au projet de grande envergure d'adduction d'eau du projet de la Banque mondiale. Et les ménages ont pu connecter leur maison à travers une adduction d'eau secondaire. Je suggère, nous sollicitons à ce que des projets similaires, tels que, comme le Fonds de développement local, on peut réaliser, grâce à l'aide de la société civile, l'adduction d'eau secondaire pour que la population ait accès à l'eau en termes social. Nous suggérons à ce que ce fonds soit actualisé auprès du ministère de la Solidarité pour que ce projet puisse voir les jours pour atteindre l'objectif de la vision de 2035. Et l'eau étant la vie, il est nécessaire et impératif à ce que tout le monde ait accès à l'eau. Pareil, il y a eu déjà un projet similaire du programme d'électrification durable. En ce sens, le projet est en cours. Tout le monde pourra voir le jour à ce que le branchement ait lieu dans si peu de temps. Ils sont en phase du projet du réseau et la deuxième phase va être, je crois que dans ces mois-ci, la phase de branchement au ménage vont débuter encore. Un mot en sport à présent. Dans le cadre de la campagne nationale de détection des jeunes talents, la Fédération djiboutienne de football vient de lancer la 2e étape de cette campagne à Alice Abilé au Stade Rarey. L'événement a eu lieu en présence des autorités locales et des dirigeants des organisations sportives, notamment du président de la Ligue de football d'Alice Abilé et l'inspecteur régional de l'éducation. Pour cette initiative d'envergure, la Fédération djiboutienne de football a mobilisé pour cette région le coach français Sébastien Duc, mandaté par la FIFA pour servir le football djiboutien. L'objectif est que d'ici 2026, chaque association membre dispose d'au moins une académie ou un centre d'excellence. Il servira également à accompagner les équipes nationales, l'identification des talents, les entraîneurs de haut niveau et les compétitions structurées. Pour cette 2e phase de détection, une 50aine de jeunes talents, des jeunes issus de la ville d'Alice Abilé ont passé entre les mains des techniciens de la Fédération
dans le cadre de la campagne donc, nationale de détection des jeunes talents. On est au stade d'Ali Sabié pour le deuxième tour de la détection nationale de la Fédération djiboutienne de football. Après avoir détecté parmi plus de 300 enfants sur Ali Sabié, aujourd'hui on a une cinquantaine de garçons, une trentaine de filles pour notre deuxième tour. Et on espère que les meilleurs joueurs et joueuses intégreront l'Académie nationale qui commencera en septembre à Douda, où là, les meilleures joueuses et joueurs du pays bénéficieront d'un entraînement par jour. Ils seront hébergés sur place, avec l'école aussi intégrée dans l'académie. Sport toujours à Dora cette fois où 5 équipes représentant le chef-lieu de Tadjoura et les localités riveraines du corridor se préparaient à s'affronter dans le cadre du tournoi du corridor Nord. Les équipes de Boli, Balho, Randa et bien sûr Dora sont bien parties à en découdre dans une compétition qui promet d'être palpitante. Les équipes participantes et les responsables du secrétariat d'État chargé des sports ont été accueillis par les autorités locales et la population, marquant ainsi le lancement de ce tournoi. Le match a tenu toutes ses promesses, témoignant du développement florissant du football régional et de l'engouement de la communauté pour ce sport. L'événement a vu la présence de la secrétaire générale du département en charge des sports, le directeur des régions, Omar Hassan Abdoulaye, ainsi que le sous-préfet de la localité de Dora, accompagné de nombreux autres responsables et membres du département, donc du secrétariat d'État chargé des sports. Je vous le disais en titre, face à l'inquiétude croissante d'une attaque de l'armée israélienne à Rafah, le président égyptien a réitéré son opposition à cette initiative. Abdel Fattah al-Sisi redoute en particulier l'arrivée massive de Palestiniens sur son territoire. À la frontière égyptienne, cette ville du sud de Gaza est utilisée comme refuge par au moins 1 million de Palestiniens. L'Égypte a déjà menacé de suspendre son traité de paix avec l'État hébreu en cas d'invasion de Rafah. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.